Bonjour Astrid Panosyan-Mouvet. Bonjour. Le compte n'y est pas. Pour les socialistes, les annonces de François Bayrou hier sur les retraites ne vont pas assez loin. On le rappelle, 3 mois de négociations par les partenaires sociaux. Et si pas d'accord entre eux, la réforme ne bouge pas. Olivier Faure, le patron du PS, a donc posé un ultimatum hier soir au Premier ministre. C'était sur TF1. Moi, ce que je demande au Premier ministre, c'est qu'il soit clair et qu'il dise qu'il y ait accord ou pas accord, le Parlement sera saisi de la question des retraites sur la base des propositions qui auront été faites par les uns et par les autres. À cette condition-là, effectivement, il y aura un vrai changement marqué par rapport à l'époque précédente. Nous censurerons, sauf si nous avons une réponse claire. Vous avez donc une réponse claire à donner à Olivier Faure ce matin ? Moi, j'ai envie de reprendre un peu, j'ai fait le tour des organisations syndicales et patronales hier après la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et le retour que j'ai de la plupart des organisations, c'est que l'ouverture a été créée par les politiques et maintenant, le temps de la négociation, le travail des partenaires sociaux est ouvert, quoi. Mais ce qu'ils craignent, c'est que cette négociation soit biaisée parce que si elle échoue, on en revient à la réforme d'Elisabeth Borne. C'est quand même fou que des sociodémocrates, et moi je pense que Olivier Faure, Boris Vallaud, Jérôme Guedj et d'autres sont des sociodémocrates sincères, puissent s'imaginer que le dialogue social est pipé d'avance. Moi je pense qu'il faut quand même saluer d'abord ces annonces. D'abord une confiance qui consiste à dire on remet les choses sur le tapis, sur la table, en redonnant toutes les clés aux partenaires sociaux, avec la seule règle d'or qui est le retour à l'équilibre dans un horizon raisonnable. Une méthode fondée aussi sur une forme de transparence, où on dit très clairement, pour la première fois, que la réforme de 2023 est perfectible, qu'elle crée des anxiétés, avec un diagnostic partagé de la Cour des comptes et un point qui n'a peut-être pas été suffisamment soulevé dans les commentaires, une volonté par le Premier ministre que les Français se saisissent aussi des conclusions de la Cour des comptes sur le sujet de la soutenabilité financière. Et enfin, encore une fois, tous les sujets, y compris l'âge, sont sur la table, à condition que les règles d'équilibre soient respectées. Justement, je pense que ce sont des choses qui doivent quand même être saluées. C'est pas un peu hypocrite de tenir ce discours là, sachant que le MEDEF, vous le savez, sur les sources de financement avec les syndicats, ils ne sont pas du tout, mais alors pas du tout sur la même ligne. Donc l'accord va être impossible. Vous en êtes consciente là aujourd'hui. Le MEDEF, comme la CPME, comme UDP, ont également conscience que se joue aussi une forme de stabilité à laquelle ils sont très attachés. Fin décembre, il y a quand même eu un appel de quasiment l'ensemble des organisations syndicales, à l'exception de la CGT, l'ensemble des organisations patronales, appelant à un sens de la responsabilité venant des partenaires sociaux et appelant à la stabilité, parce que tous les acteurs, qu'ils soient syndicaux, qu'ils soient aujourd'hui patronaux, ont besoin de stabilité. Mais vous entendez ce que dit Olivier Faure. Olivier Faure, ce qu'il dit, moi j'ai toute confiance dans les partenaires, partenaires sociaux. Pas tellement, puisqu'il dit s'il y a échec. Donc moi j'ai envie de dire... S'il y a échec, oui, parce que c'est possible. Il ne faut pas mettre de côté cette possibilité-là. Donc s'il y a échec, et d'ailleurs le Premier ministre a dit s'il y a échec, il lui-même l'a envisagé, la réforme reste telle qu'elle. Ce que dit Olivier Faure, c'est s'il y a échec, qu'il y a échec ou pas, il faut que ça revienne du côté de la représentation nationale et qu'on puisse en discuter. Pourquoi c'est non de votre côté ? Moi, parce que je pense que ça, c'est biaisé forcément de penser qu'il y aura échec. C'est-à-dire que c'est comme on est un peu dans un phénomène de prophétie auto-réalisatrice. Je pense qu'il faut jouer la confiance. Je pense très franchement, et j'ai été une des premières à le dire, je me rappelle pendant la réforme de 2023, quand je débattais avec Laurent Berger, je disais oui, il y a des vrais sujets aujourd'hui d'amélioration sur la question de la pénibilité, sur la question de la retraite des femmes. On avait lancé avec Michel Barnier une concertation sur ces questions et il faut aussi prendre en compte, je le dis, aussi les préoccupations du patronat. Vous avez quand même 28% de vos salaires, à vous deux, y compris le mien, qui part en financement de la retraite de base et complémentaire aujourd'hui pour quelque chose dont vous ne savez pas tout à fait, très honnêtement, si dans 20-30 ans, vous serez à même de pouvoir en bénéficier aussi. Donc il y a à la fois un sujet qu'il faut comprendre côté patronat et de compétitivité et de soutenabilité financière. On va revenir sur tout en prenant le sujet de la justice sociale, sur la question, encore une fois, de la
pénibilité, parce que ça crée de l'anxiété. On va y revenir sur ce qui peut être négocié ou pas, sur l'ultimatum que donne Olivier Faure, le patron du PS aujourd'hui. Vous risquez la censure, donc, vous l'assumez. Il dit dans 2 jours, il n'y a pas de nouvelles, on censure. En tout cas, il y aurait une censure du Parti socialiste. Mais moi, j'ai envie de dire qu'Olivier Faure se rapproche aussi, et je sais qu'il le fait, des organisations syndicales réformistes qui ont envie que ça marche. Qui ont envie que ça marche, qui ne partent pas avec la même présomption qu'il y aura un échec. Et je pense que c'est précisément pour ça. Vous comprenez pourquoi il va aussi loin, parce que lui, il attendait le mot suspension dans ce discours. Oui, mais c'est pas tout à fait la suspension. C'est pas la suspension. C'est on remet les choses sur le tapis. C'est pour ça que moi, en tant que ministre du Travail, en tant que députée, avant d'être nommée ministre, je suis tellement attachée au dialogue social, parce que les partenaires sociaux sont beaucoup plus, je le pense, ancrés dans la réalité économique et sociale et sont capables, beaucoup plus qu'on ne le croit, au compromis. Alors, cette négociation, elle est censée commencer après-demain à Matignon. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre hier. Il se trouve qu'il y a quelques minutes, la numéro 1 de la CGT, Sophie Binet, a dit que la réunion prévue après-demain n'aurait pas lieu. Ça, apparemment, c'est pas de son fait. Elle dit, nous n'avons pas de nouvelle date. Est-ce que vous nous confirmez ce matin que cette réunion est reportée ? Alors, je viens d'échanger avec Sophie Binet avant d'arriver dans le studio pour lui dire qu'une lettre, une invitation serait envoyée vendredi. Parce qu'on ne peut pas non plus convoquer les personnes en moins de 72 heures. On comprend que les responsables syndicaux et patronaux de notre pays ont aussi des agendas chargés. Et moi, je n'ai pas encore à date la date d'invitation. Ça, c'est vous qui l'avez prévu il y a un quart d'heure, c'est ça ? Oui, voilà, parce que c'est des choses qu'on a appris aussi. Voilà, les choses se font un petit peu en direct. Donc moi, j'ai simplement souhaité, parce qu'ils m'ont demandé très concrètement, quand est-ce que ça a lieu vendredi pour pouvoir dégager l'agenda. Donc une invitation sera envoyée vendredi pour une réunion très prochaine avec l'ensemble des partenaires sociaux pour fixer précisément les règles du jeu. Ça veut dire quand même qu'on est sur cet agenda de 3 mois qui nous amène grosso modo à la mi-avril. À la mi-avril. Alors, il y aura d'abord, comme l'a dit le Premier ministre, cette mission flash confiée à la Cour des comptes pour qu'il y ait vraiment... Parce que ça aussi, c'est un des enseignements de 2023 où on a eu beaucoup de débats au Parlement sur les hypothèses, sur déficit ou non, qu'il y ait vraiment un diagnostic partagé sur la réalité financière de nos régimes de répartition pour qu'ensuite, une fois cette mission flash est réalisée, il y ait 3 mois de négociation. Mais les chiffres, on les a. Le Conseil d'orientation des retraites, ça fait des années qu'il produit des chiffres sur le déficit des différents régimes. Qu'est-ce que vous allez apprendre que vous ne sachiez déjà ? Parce qu'on est dans un système dynamique. Les chiffres sur la natalité qui sont sortis hier montrent qu'il y a une dégradation. On voit qu'il y a une très forte sensibilité aussi des équilibres liés à la question du taux d'emploi, Mais du vous taux ne d'emploi faites pas des seniors. confiance au Conseil d'orientation des retraites ? Ça, c'est un choix du Premier ministre de confier à la Cour des comptes, qui est le contrôleur en chef des finances publiques. Et moi, je n'imagine pas la Cour des comptes ne s'appuyant pas aussi sur l'expertise très précise du Conseil d'orientation des retraites, précisément sur des paramètres qui peuvent avoir un impact considérable sur les tendances et les projections financières, productivité, taux d'emploi, taux de croissance. Je vous pose la question parce qu'on a été surpris on en parlera de la natalité, mais on a été surpris par les chiffres que François Bayrou a annoncé hier, a produit hier devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre dit qu'on emprunte chaque année plus de 45 milliards d'euros pour financer les retraites. Or, si l'on se fie aux chiffres des régimes de base, chaque année, on est autour, en 2023, de 2,6 milliards, 6,2 milliards en 2024, c'est-à-dire très loin des 45 milliards dont a parlé François Bayrou. C'est quoi Parce qu'on ne parle pas de la même chose. François Bayrou fait référence à une étude qu'il a faite quand il était président il était au commissaire au plan, voilà, qui lui se base sur l'ensemble des régimes en fait de retraite, y compris ceux de la fonction publique. Là où le corps concerne en fait les salariés privés, 21 millions de personnes dans notre pays, où effectivement on prévoit
prévoit, si rien n'est changé aujourd'hui, à 2030, un déficit de 14 milliards d'euros. Et c'est quoi l'objectif? C'est de frapper les esprits? C'est sans doute de frapper les esprits, effectivement, sur le sujet de la soutenabilité de notre régime de retraite, sur le fait qu'on s'endette aujourd'hui, non pas pour investir, mais pour des dépenses de fonctionnement, avec un coût du modèle social qui impacte et le coût du travail, mais aussi le salaire net et le pouvoir d'achat de nos salariés comme de nos agents. Donc c'est aussi, et ça c'est vraiment un point qu'il faut souligner, une volonté qui a été indiquée par le Premier ministre de saisir à l'occasion de cette mission flash l'ensemble des Français sur la soutenabilité financière et la confiance qu'on peut avoir dans le régime des retraites. Alors justement, dans la renégociation, pas de tabou, pas même l'âge de départ à la retraite, c'est ce qu'a dit François Bayrou hier, mais avec une exigence, vous l'avez dit, garder un équilibre financier. Une règle d'or. Question, l'équilibre financier doit se faire au sein même de la réforme des retraites ou alors les partenaires sociaux peuvent trouver des financements ailleurs? Je pense que tout est ouvert. Voilà, c'est-à-dire qu'il l'a dit le Premier ministre, et je trouve que c'est vraiment une bonne logique de négociation. Chaque organisation peut mettre à l'ordre du jour un sujet qui lui est cher. Donc quand la CGT dit on peut financer les retraites en taxant davantage les très très hauts patrimoines, voilà, on peut y aller. Écoutez, voilà, il faut ensuite qu'il y ait cette discussion, comme je sais que la CPME est attachée à, pourquoi pas, la constitution d'un deuxième ou troisième pilier qui serait celui de la capitalisation collective gérée par les partenaires sociaux. Mais je vais vous donner, pour reprendre la première question et notamment la remarque d'Olivier Faure, on a un exemple très précis où les partenaires sociaux sont en capacité aujourd'hui de trouver des compromis et de gérer un régime sans qu'il y ait les soubresauts, c'est l'Agirc-Arrco. C'est quand même le deuxième gros pilier qui sont les régimes complémentaires pour les cadres et les non-cadres. Je parle encore une fois de nos salariés du secteur privé, 21 millions de nos concitoyens qui nous écoutent en allant au bureau à la radio. Eh bien, ils le font, ils font le job. Donc, donnons-nous un peu les chances, aujourd'hui, en 3 mois, pouvoir tous les sujets peuvent être mis sur la table et s'il peut y avoir des compromis, ci et là. On voit bien, Astrid Panosyan-Bouvet, la volonté du gouvernement d'écarter les politiques de cette renégociation de la réforme des retraites. La réunion dont on parlait à l'instant, qui n'est pas encore calée, mais dont les invitations vont être envoyées vendredi, la réunion sera animée par un expert du sujet, pas par un politique. C'est ce qu'annonce ce matin votre ministre de tutelle, Catherine Vautrin. Ce sera qui ? Alors ça, c'est encore à déterminer. C'est un tiers de confiance. Alors soit ça peut être un expert, soit ça peut être un garant de la négociation. Il ne s'agit pas d'écarter les politiques. Je pense, pour avoir discuté du sujet avec François Bayrou, on veut quand même aussi créer des passerelles régulières pour que les politiques, que ce soit les responsables de partis, que ce soit les présidents de groupe... Mais qui va jouer l'arbitre ? À quel profil vous pensez ? Je ne veux pas indiquer de nom. Je ne veux pas indiquer de nom parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut voir avec les partenaires sociaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé aux partenaires sociaux aussi, en toute transparence, de... Donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit validé par les partenaires sociaux, syndicats comme MEDEF. Il faut que ce soit un tiers de confiance. Donc quelqu'un qui puisse effectivement créer, susciter la confiance et des syndicats et du patronat. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai demandé aux uns et aux autres de me proposer quelques noms que je pourrais soumettre avec Catherine Vautrin au Premier ministre. L'idée, c'est de gagner en crédibilité, c'est ça le message sur cette négociation ? C'est de montrer... et Dieu sait que j'y suis très favorable, la place que peut avoir le dialogue social dans la capacité à créer du compromis et à trouver des réponses dans une forme d'apaisement. On a besoin et de stabilité et je pense qu'on a besoin d'apaisement. Encore beaucoup de questions à vous poser. Astrid Panosyan-Bouvet, ministre déléguée au Travail et à l'Emploi, invitée de France Info ce matin. On vous retrouve après le fil info 8h47, Maureen Suignard. Nous allons faire un effort historique de baisse des dépenses publiques, martèle ce matin la ministre des Comptes publics. Amélie de Montchalin dévoile la structure du budget 2025. 32 milliards d'euros de baisse des dépenses et 21 milliards en recettes en plus, mais pas d'impôts supplémentaires pour les classes moyennes. 3 mois de négociation entre les partenaires sociaux sur la réforme des retraites. C'est ce qu'a annoncé François Bayrou hier. Le Premier ministre ne suspend pas le texte. Pour ceux qui s'apprêtent à partir à la retraite, il n'y a pas de changement. On conserve la
réforme pour le moment, précise sur France Info le directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En novembre prochain, l'âge de départ passera donc à 62 ans et 9 mois pour la génération née en 1963. La consommation de cocaïne explose en France. On compte plus d'1 million d'usagers en 2023. C'est quasiment 2 fois plus en un an. L'offre est plus importante et cette drogue se banalise aussi dans différentes professions où les conditions de travail sont difficiles. Et puis ils sont des milliers au Sable d'Olonne, là pour applaudir Johan Richomme qui a franchi ce matin la ligne d'arrivée après 65 jours en mer. Il termine 2e du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et la ministre déléguée au Travail et à l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, vous évoquez la natalité. Les derniers chiffres de l'INSEE avant le fil info. Le taux de fécondité est au plus bas dans notre pays depuis 1919. Chiffres qui sont donc sortis hier. Est-ce que la démographie française vous inquiète, notamment pour le financement des retraites qu'on évoquait il y a un instant ? Mais elle m'inquiète, mais bien au-delà de la question des retraites. Alors, un régime de répartition, il est forcément assis sur les équilibres démographiques et sur la capacité des actifs à contribuer pour les pensionnés. D'autant que la longévité, l'espérance de vie continue d'augmenter légèrement. Il faut s'en féliciter, continue à s'allonger. Mais ça dit quelque chose d'un pays, ça dit quelque chose de l'espérance qu'on projette. Un chiffre qui n'est pas suffisamment indiqué quand même, c'est que il y a un décalage quand on parle aux femmes entre le nombre d'enfants et le taux de fécondité et le nombre d'enfants souhaités. Et le nombre d'enfants souhaités est supérieur. Donc c'est pas comme si il y a l'envie, mais en fait la réalité les empêche. Il y a une incapacité à réaliser cela. Et je pense que c'est vraiment une priorité aujourd'hui de tous les instants, au-delà de la question des retraites, que de pouvoir réaliser cette envie. Et ce décalage, il n'est pas lié aux questions du travail, justement, dont vous avez la charge. Alors, je pense qu'une des choses, quand même, le travail des femmes n'est pas l'ennemi de la fécondité. À condition... Voilà, et ça on a un cas réel d'expérience de comparaison entre la France et l'Allemagne, où quand on met en place les systèmes de garde, les femmes peuvent continuer à travailler et peuvent continuer aussi avec leur conjoint à avoir une vie familiale qui leur permette de se projeter. Et donc je pense que ces sujets sont aussi liés à la question du système de garde, à la question du logement. Emmanuel Macron promettait un droit opposable et il n'existe toujours pas. Moi, vous savez, la question du droit opposable, moi plus que le droit opposable, je crois au droit effectif. Voilà. Le droit opposable, ça veut dire que je le vois aujourd'hui au niveau du logement, où effectivement, en tant qu'élu, on peut ensuite écrire au préfet en disant voilà, au titre de droit opposable, etc. Et on s'en lave les mains. La question, c'est vraiment le droit effectif, et c'est tout le travail aujourd'hui que conduit Catherine Vautrin, qui est comment est-ce que on remet la question de la politique de la petite enfance au service des femmes, au service des familles et au service du taux d'activité des femmes. Mais il y a aussi les conditions de travail. Astrid Panosyan-Bouvet, hier, le Premier ministre a parlé d'une concertation sur le travail et les salaires. Qu'est-ce que c'est ? De quoi il s'agit ? Alors, il y a d'abord quelque chose sur lequel on travaille, pour le coup, c'est le cas de le dire, avec les partenaires sociaux sur le sujet de la santé et des conditions de travail. J'avais une discussion extrêmement intéressante lundi soir avec les différentes directeurs de ressources humaines de l'Association nationale des DRH, le sujet de la santé au travail, que ce soit la question de la santé physique et notamment, et là on revient à la question des seniors, du maintien en activité de nos seniors, mais également le sujet de la santé mentale au travail, sur l'intensification des rythmes, du fait d'avoir à faire plein de choses tout le temps. Enfin, vous le voyez en tant que journaliste, ou votre métier de journaliste aussi a changé, a un impact. Et ça permet, en objectivant les choses, et j'aimerais donc le projet, c'est de lancer une conférence au mois de mars sur la question avec les partenaires sociaux, les chercheurs, une comparaison aussi avec l'Allemagne, pour proposer des solutions et sortir
sortir de ce débat qui est jour de carence, absentéisme et de voir comment est-ce que aujourd'hui les conditions de travail, la santé au travail, la médecine, la prévention, les organisations de travail, les pratiques managériales favorisent ou non la question de la santé et du bien-être au travail. L'actualité également, parce qu'il nous reste quelques minutes et c'est important d'en parler, elle est marquée par tous ces plans sociaux, ces défaillances d'entreprises, notamment dans l'industrie. Est-ce que vous partagez les inquiétudes et même les chiffres que nous donnait l'autre jour sur ce plateau encore Sophie Binet de la CGT, 160 000 emplois directement menacés par ces plans sociaux aujourd'hui en France? Moi, je partage l'inquiétude. Il y a une inquiétude d'abord au niveau européen. Vous faites les mêmes estimations, c'était ça ma question. Les estimations, moi, ce que je peux vous dire en tout cas sur le passé, c'est qu'on a une augmentation d'un tiers aujourd'hui des PSE homologués. On a augmenté, des plans sociaux d'ailleurs, comme on parle beaucoup des plans sociaux, mais également des licenciements économiques dans les entreprises de moins de 10 salariés, pour reprendre cette expression de François Asselin, qui est le président des CPME, de ces licenciements, de ces plans sociaux à bas bruit. On voit une augmentation de 18% sur un an des inscriptions à France Travail de personnes licenciées pour des raisons économiques. Donc oui, le sujet est un sujet d'attention très forte, lié à la fois à une dégradation du contexte européen, mais qui est plus marqué en France. Baisse de l'investissement, sujet autour de l'innovation, toujours des vrais sujets autour des compétences et de la productivité. Du retour 2025, du chômage de masse. Non. Justement, il faut avoir une nuance dans les... parce qu'il y a toujours une forme d'embauches soutenues, qui sont moins fortes que l'année dernière, mais qui restent soutenues. Mais vous avez effectivement l'accélération de la restructuration d'un certain nombre de secteurs dont on parle, l'automobile, la grande distribution, la chimie, et également, il faut aussi dire les choses, c'est-à-dire que la situation politique et l'instabilité politique qu'on s'est nous-mêmes créée, crée une forme d'attentisme où les investisseurs, les recruteurs, les acheteurs, lèvent le stylo en attendant de voir si on peut effectivement avoir un budget. Un point, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret de l'impact aujourd'hui, j'étais dans l'Aveyron la semaine dernière, du fait qu'on n'ait pas de budget ni PLFSS ni PLF. Il y a des négociations sur les salaires qui n'ont pas pu commencer dans les entreprises, parce que les entreprises attendent d'avoir un atterrissage sur les fameux allègements généraux et les charges pour les entreprises, parce que ça va avoir un impact sur les comptes d'exploitation. Donc sur les politiques qui sont responsables de tout ça. Très concrètes. Oui, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné réapporter de la stabilité à nos entreprises comme à nos salariés. Ils en ont besoin. Depuis le 1er janvier, Astrid Panos-Jean-Bouvet, comme on parlait de France Travail, les bénéficiaires du RSA sont aussi inscrits à France Travail. Ils doivent aussi se soumettre à une activité de 15 à 20 heures par semaine. Vous parlez d'accompagnement, mais pour nombre d'allocataires, c'est du travail forcé. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous sentez le malaise ou pas? Je sens le malaise. Mais je pense qu'il faut encore une fois se réinscrire dans le réel. Et le réel, c'est qu'il y a eu une désexpérimentation dans 49 départements très différents, urbains, ruraux, qui a concerné 70 000 bénéficiaires du RSA, qui montre que ces fameuses 15 heures, c'est pas du travail forcé, du travail gratuit, et on convoque la Déclaration des droits de l'homme, etc. C'est quoi très concrètement? Il aurait fallu que vous m'accompagniez à la réunion que j'ai eue justement dans l'Aveyron avec France Travail et des bénéficiaires de l'expérimentation. C'est de l'aide au CV, c'est de l'aide à l'expression orale et écrite quand effectivement on a été bénéficiaire du RSA et qu'on finit par manquer de confiance en soi et qu'on est cassé par cette expérience. C'est de voir des choses très concrètes. On revient sur la question des femmes, sur le sujet de la garde d'enfants. Dans les zones rurales, c'est la question des transports. Voilà, donc c'est pas du tout du travail forcé, c'est comment est-ce qu'on accompagne mieux, parce que dans le système précédent, si vous voulez revenir dans le système précédent, il faut quand même rappeler que il y a 18% des bénéficiaires du RSA qui le restent pendant 10 ans. Ouais. Il y en a 42% des bénéficiaires du RSA qui le restent durablement pendant 7 ans. Ça, c'est pas satisfaisant non plus. Une dernière question qui concerne un sujet qui a été évoqué, là encore hier, par le Premier ministre, l'immigration. Vous devez publier à la fin du mois de février l'actualisation de la liste des métiers en tension, dans lesquels les travailleurs sans papier peuvent être régularisés. Sur quels critères est-ce que vous allez faire cette sélection? Est-ce qu'il y aura des changements par rapport
rapport à la situation actuelle? Alors là aussi, moi je me base sur le réel. Donc on a demandé aux régions, à la fois en partant des besoins de main-d'œuvre qui sont inscrits à France Travail, d'un dialogue avec les partenaires sociaux. Donc là on n'est pas région parce que les besoins de main-d'œuvre peuvent être différents selon les régions et les départements et la réalité économique. Pour nous faire remonter les métiers en tension, il y a des métiers effectivement qui ont évolué. On voit, je discutais avec Thierry Marx en charge de l'hôtellerie-restauration, je discutais également avec le président de la FNSEA des besoins croissants dans l'ensemble de départements sur la question des métiers en tension. Ça ne change pas. Et c'est ces sujets que l'on va avoir en discussion avec Bruno Retailleau. Donc il pourrait y avoir plus de régularisation que l'année précédente. Je pense en tout cas qu'il faut répondre aux besoins des entreprises. Il y a un deuxième sujet quand même qui est de toujours travailler sur la meilleure formation professionnelle de nos salariés. On a commencé la concertation sur l'apprentissage en lien avec les métiers en tension et les compétences dont les entreprises ont besoin. Et un troisième point dont il faut parler, qui est que pour les chômeurs qui sont d'origine étrangère et qui sont inscrits à France Travail, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils sont éligibles, il y a un sujet dont il faut parler, parce qu'on n'est pas très bon en France par rapport à l'Allemagne et par rapport aux pays du Nord, c'est l'apprentissage du français en langue étrangère, qui est un frein aujourd'hui à l'emploi et sur lequel il faut qu'on s'améliore très considérablement. Merci beaucoup. Et donc des décisions pour la fin du mois de février. Astrid Panosyan-Bouvet, ministre déléguée au Travail et à l'Emploi, invité de France Info ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia et Renaud Dely pour les informer dans quelques minutes.